Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui touche des milliers de vies, l'hémodialyse. L'idée, c'est de décortiquer ensemble ce traitement pour le rendre plus clair, plus simple, en s'appuyant sur des faits précis. Voilà notre feuille de route. On va commencer par les bases, bien sûr. Ensuite, on verra comment la machine fonctionne, à quoi ressemble une séance, les différentes options qui existent, et on terminera sur un point absolument essentiel, l'alimentation. Allez, on attaque. Pour bien piger le truc, rien de mieux que de commencer par la question la plus simple qui soit. Au fond, l'hémodialyse, c'est quoi? En deux mots, c'est une technique qui permet de faire le grand nettoyage du sang, mais à l'extérieur du corps. Ça devient vital quand les reins, qui sont nos filtres naturels, n'arrivent plus à faire leur boulot. Ok, maintenant qu'on a la définition, la question c'est comment ça marche ce truc. C'est un peu comme si des ingénieurs avaient trouvé une solution mécanique à un problème biologique. Le but est on ne peut plus clair. La machine, qu'on appelle un dialyseur, va jouer le rôle d'un rein de secours, un rein artificiel. C'est elle qui prend le relais pour purifier le sang. Imaginez un peu le voyage du sang. Il sort du corps, passe dans cette fameuse machine, le dialyseur. À l'intérieur, il y a une membrane super fine. D'un côté, le sang. De l'autre, un liquide de nettoyage, le dialysa. Et c'est là que la magie opère. Les déchets comme l'urée et les minéraux en trop passent du sang au liquide. Le sang, tout propre, peut alors retourner dans le corps. Bon, ça c'est la théorie. Mais dans la vraie vie, ça se passe comment? À quoi ressemble une séance d'hémodialyse du début à la fin? Pour que ça marche, il faut une sorte d'autoroute pour accéder au sang, un point d'accès très solide qui peut gérer un gros débit. On est loin d'une simple prise de sang. Pour créer cette autoroute, il y a plusieurs solutions. La plus utilisée, c'est la fistule artério-veineuse. C'est une petite opération où l'on connecte une artère et une veine, souvent dans le bras. Ça crée un vaisseau plus costaud, parfait pour brancher la machine. Une fois la personne installée et branchée, le circuit de nettoyage se met en route. Pour que tout se passe bien, on ajoute un anticoagulant pour éviter que le sang ne coagule. Et bien sûr, pendant toute la durée, tout est surveillé à la loupe. Tension, rythme cardiaque, sécurité maximum. Et cette séance, elle dure en moyenne 3 à 4 heures. C'est long, c'est un vrai morceau de la journée. Et à ce rendez-vous, il revient 3 fois par semaine. Toutes les semaines. Essayez d'imaginer l'impact que ça a sur une vie. Le travail, la famille, les vacances, tout doit être organisé autour de ça. C'est une contrainte énorme. Mais attention, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'une seule et unique façon de faire de l'hémodialyse. Il existe différentes approches, avec chacune ses avantages et ses inconvénients. Regardons ça de plus près. La méthode classique, c'est en centre de dialyse, en journée. Il y a aussi une option de nuit, c'est plus long, mais du coup la filtration est plus douce, mieux tolérée. Et puis, pour ceux qui le peuvent, il y a la dialyse à la maison. C'est beaucoup plus de liberté bien sûr, mais ça demande aussi une grosse autonomie et une formation très sérieuse. On arrive maintenant à un point, mais alors un point absolument crucial, c'est le régime alimentaire. Ce que la personne mange et boit a un impact direct et énorme sur le traitement et sur la santé en général. Toutes ces règles alimentaires ne sortent pas d'un chapeau. Elles ont une mission avec 3 objectifs bien précis. Premièrement, contrôler l'eau pour ne pas surcharger le corps. Deuxièmement, gérer certains minéraux qui peuvent devenir toxiques. Et troisièmement, s'assurer que le corps a assez de carburant pour ne pas s'épuiser. Premier point, et ça peut paraître surprenant, les protéines. On pourrait croire qu'il faut en manger moins, mais en fait c'est le contraire. La dialyse, en filtrant, en retire pas mal. Du coup, il faut compenser pour éviter de s'affaiblir. Pour le sel, c'est assez logique. Moins on mange salé, moins on a soif. Et moins on a soif, plus c'est facile de respecter la restriction en liquide. Ça évite de prendre trop de poids entre 2 séances, un poids qui n'est en fait que de l'eau. Et voilà sans doute l'un des aspects les plus difficiles à vivre au quotidien. Le corps n'élimine quasiment plus l'eau. Chaque verre, chaque gorgée compte. Dépasser la limite, c'est prendre un risque pour son cœur et ses poumons. La quantité exacte dépend de si les reins fonctionnent encore un petit peu ou pas du tout. Autre ennemi à surveiller comme le lait sur le feu, le potassium. S'il y en a trop dans le sang, ça peut provoquer des troubles cardiaques très graves. D'où la liste d'aliments à consommer avec modération. L'astuce de la double cuisson pour les légumes est un bon moyen de se faire plaisir sans prendre de risques. Et enfin, le phosphore. Quand il s'accumule, il vient perturber l'équilibre du calcium et peut, à la longue, fragiliser les os. En plus de faire attention à l'alimentation, des médicaments qui capturent le phosphore dans le tube digestif sont quasiment toujours nécessaires. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que personne ne gère ça dans son coin. C'est un vrai travail d'équipe. La personne dialysée, son médecin néphrologue, la diététicienne, les infirmiers, tout le monde collabore en permanence pour trouver le meilleur équilibre. Au final, on voit que la technique est là, elle est maîtrisée. Mais la vraie question, elle est plus profonde, elle est humaine. Comment faire pour mieux accompagner le quotidien de ces personnes? Comment peut-on améliorer leur qualité de vie et pas seulement se contenter d'assurer leur survie? C'est ça le vrai défi.